Alors, à l'ordre, s'il vous plaît. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des Transports et de l'Environnement ouverte. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leur téléphone cellulaire. Le mandat de la Commission est de procéder à des consultations particulières et de tenir des auditions publiques à l'égard du projet de loi numéro 89, loi modifiant la loi sur la qualité de l'environnement afin d'en renforcer le respect. Madame la secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Madame la Présidente. Monsieur Girard Gouin est remplacé par Monsieur Raté-Blainville. Merci. Alors, sans plus tarder, je souhaite la bienvenue aux représentants du Centre québécois du droit de l'environnement, Madame Allais et Monsieur, laissez-moi un instant, Monsieur Bélanger, qui vont nous présenter leur mémoire. Vous avez 15 minutes pour nous faire votre exposé. Et je vais dire aux collègues de la Commission et aux autres personnes que, compte tenu que vous avez devancé votre présentation d'1 heure, on va disposer de votre mémoire cet après-midi. On ne l'a pas maintenant, mais on va le... Alors, je vous demanderai d'être vigilant, comme on n'a pas le mémoire. Alors, à vous la parole. Bienvenue à notre commission. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le ministre, Monsieur, Madame les députés, les parlementaires. Mon nom est Michel Bélanger, je suis administrateur fondateur du Centre québécois du droit de l'environnement. Je suis accompagné de Paul Allais, qui est professeur à l'Université Laval et titulaire de la chaire en droit du Canada en droit de l'environnement. Et également spécialiste des questions de droit pénal, une des rares et des seuls spécialistes au Québec, qui m'accompagne pour la rédaction de ce mémoire. Effectivement, nous avons, on était convoqués pour 16 heures et on nous a ramenés à midi avant-hier. Toutes ces petites heures grugées ont fait en sorte qu'on avait vraiment calculé très serré et malheureusement, on n'est pas en mesure de vous déposer le mémoire. Il faut savoir que le CQDE, le Centre de droit de l'environnement, avec le réseau national des conseils régionaux de l'environnement qui nous appuie dans la démarche aujourd'hui, on s'est mis ensemble, fonctionne avec son conseil d'administration, faute de financement depuis 4 ans. Donc, c'est du bénévolat et c'est des avocats, des juristes très occupés. Le mémoire qui va vous être déposé a deux sections. On fera ça dans 2 temps. La première, c'est particulièrement les mesures. En fait, de façon générale, on applaudit à l'initiative que le gouvernement présente aujourd'hui au niveau des amendements à la loi qui étaient nécessaires. Je dirais d'entrée de jeu que, et je pense que c'est important pour ceux qui sont moins familiers avec le droit de l'environnement, la loi sur la qualité de l'environnement a été adoptée en 1972. En 1972, nous étions la première province canadienne à se doter d'une législation, donc on était vraiment des précurseurs au Québec. Dans ce contexte-là, le projet de loi présenté aujourd'hui, qui vise à rehausser les amendes en 2011, donc quelques années après, finalement, fait pas office de précurseur ici. On est en rattrapage. Donc, pour les détracteurs qui pourraient peut-être trouver qu'on exagère avec une telle loi, c'est vraiment une mesure qui nous permet de remonter au même niveau que la plupart des provinces canadiennes du fédéral au niveau des sanctions et des peines d'amende. Et j'ose espérer que le Québec reprenne à un moment donné son rôle de chef de file dans ce domaine. Donc, pour ce qui est des mesures auxquelles on applaudit sans embâche, je simplement mentionner peut-être d'entrée de jeu, et j'insisterai pas beaucoup comme vous n'avez pas le mémoire, je voudrais plutôt aller du côté des amendements ou des modifications qu'on pourrait suggérer pour en discuter avec vous, parce que le reste, c'est le texte et on supporte toutes les mesures. Peut-être juste simplement mentionner, j'ai pris connaissance des mémoires déposées jusqu'à maintenant. Il y a des réserves sur l'approche de la nouvelle pénalité administrative. Et je pense qu'il est important de la resituer dans son objectif. Si le législateur aujourd'hui décide d'ajouter ce genre d'instrument-là, c'est en grande partie parce qu'une catégorie d'infractions n'était tout simplement pas sanctionnée. Donc, quand on a des outils pénaux ou des ordonnances ministérielles, voire même l'injonction, c'est pour des infractions qui étaient graves. Donc, dans plusieurs infractions techniques, effectivement, il n'y a pas de sanction, ce qui fait en sorte que, je veux dire, pour des pénalités qu'on peut qualifier de techniques, ben, il n'y a pas de contrôles qui sont faites au-delà simplement peut-être d'avis ponctuels. Donc, et c'est dans cette perspective qu'il est important de resituer. Alors, lorsqu'on parle de fonctionnaires qui les appliquent, de processus de révision peut-être aléatoire, de fardeau de preuves et ce genre d'éléments-là, il faut bien comprendre que tout ce cadre procédural-là s'applique à une catégorie d'infractions qui normalement viserait les infractions de moindre impact.
au départ et des infractions qui par ailleurs ne sont pas contrôlées. Donc je pense que l'effort que vous avez à faire est d'essayer de trouver un équilibre entre l'efficacité, l'objectivité, la sécurité, la crédibilité du système, mais toujours dans la perspective qu'on a affaire à des infractions plus mineures et techniques, donc de manière à intervenir plus facilement, plus régulièrement. Là-dessus, je passerai tout de suite la parole à Paul Allais, qui va aller sur les mesures qu'on propose, où il y aurait peut-être des amendements ou des suggestions à faire à cette Chambre, quitte à compléter avec certains ajouts par après et aux questions. Merci, Maître Bélanger. Maître Allais. Alors, dans notre mémoire, nous proposons certaines modifications en vue d'améliorer, de bonifier le projet de loi 89. Les propositions qui sont faites dans le mémoire qui vous sera présenté sont en 3 catégories. Alors, je vais ici, à l'oral, simplement m'attarder aux plus importantes. Tout d'abord, des propositions de modification, de bonification pour le régime des pénalités administratives. Donc, comme me le soulignait Michel Bélanger, on assiste avec le projet de loi 89 à un élargissement des mécanismes de sanctions administratives. Déjà, on avait comme mécanisme de sanction dans la loi le pouvoir d'ordonnance et ainsi que le pouvoir de révocation, suspension des autorisations administratives. Là, on ajoute donc les pénalités monétaires. Et donc ces mécanismes de sanctions administratives doivent coexister avec les sanctions de nature pénale qui existent elles aussi dans la loi. Donc, ce serait intéressant pour les justiciables, pour les administrés, de savoir la façon dont l'administration publique, le ministère, va utiliser ses pouvoirs d'application de la loi. Dans les provinces canadiennes, au fédéral, ce qu'on a comme outil, c'est une politique d'application qui est publique et qui indique la façon dont l'administration publique va se gouverner en utilisant ses pouvoirs de sanction. Au Québec, ce que je sais, c'est que nous avons une politique d'application de la loi sur la qualité de l'environnement qui a remplacé une politique de 1988 qui est publique mais obsolète, alors que la politique actuelle qui l'a remplacée, elle, n'est pas publique. Aussi, nous recommandons aux législateurs d'introduire une nouvelle disposition dans le projet de loi 89 qui ressemblerait à l'article 2.1 de la loi sur la qualité de l'environnement et qui pourrait énoncer que le ministre a la responsabilité d'élaborer et de rendre publique une politique d'application de la loi sur la qualité de l'environnement qui indiquerait précisément comment le pouvoir discrétionnaire serait utilisé, serait coordonné en matière d'application de la loi. Première observation sur les mécanismes de pénalité administrative. Autre observation générale, nous pensons qu'il pourrait être opportun que le projet de loi précise le régime de preuve et de responsabilité qui sera applicable au régime de pénalité administrative. À mon avis, la jurisprudence au Canada est claire à l'effet qu'il s'agit d'un régime de droit administratif et non de droit pénal, et que ce régime est soumis à des règles de preuve civiles. Mais je crois que la clarté dans la loi pourrait éviter des débats judiciaires qu'on peut penser que vraisemblablement il va y en avoir pour faire dire aux juges cette chose qu'on sait de la jurisprudence qui s'appliquerait aussi à la LQE. Donc, on pourrait éviter des débats en le disant clairement et ça éviterait aussi aux administrés qui ne lisent pas probablement la jurisprudence judiciaire au Canada de savoir ces choses-là à la simple lecture de la loi. Ça aurait donc un effet aussi pédagogique. Donc, on vous recommande fortement de faire ces précisions. Pour ce qui est du régime de pénalité administrative, donc les articles 115.10 à 115.17, ce régime introduit des nouveaux titulaires de pouvoirs administratifs, notamment une personne désignée par le ministre qui constate les manquements à la loi et qui détermine si des pénalités administratives seront imposées ou non. Alors, nous recommandons fortement que les critères de désignation de ces personnes soient mieux balisés afin de donner de meilleures garanties d'indépendance et d'impartialité aux nouvelles fonctions qui sont introduites dans cette loi.
Évidemment, on retrouve beaucoup de ces régimes à travers le Canada, les régimes de pénalité administrative. Souvent, ils vont faire référence à une institution, une commission, une personne désignée. Aux articles 115.27 et 115.47, nous saluons la création de registres publics qui vont contenir des informations sur les pénalités administratives et 115.47, un registre public qui est sur les déclarations de culpabilité au pénal. Cela doit être souligné. Nous vous invitons à préciser dans la loi que le registre devrait être rendu accessible au public via Internet, afin d'en assurer un accès facile. Sur les régimes de pénalité administrative, je terminerai avec un lien que nous souhaiterions faire avec le régime de pénalité administrative et le nouvel article 115.46, qui est dans le régime pénal, mais qui reconnaît aux municipalités le pouvoir d'intenter des poursuites pénales pour des contraventions à la loi qui seraient commises sur leur territoire. En suivant cette idée, il nous apparaîtrait tout aussi opportun que le régime de pénalité administrative puisse, lui aussi, être appliqué par les fonctionnaires des municipalités pour les infractions au règlement qu'elles peuvent appliquer sur leur territoire municipal. Dans la troisième catégorie de propositions d'amendement, donc il y a la seconde est toute petite et je n'en parlerai pas ici, mais dans la troisième catégorie, nos amendements touchent plus particulièrement les pénalités, le régime de sanctions pénales. Alors, je vous amène aux articles 115.31 et suivants. Tout d'abord, souligner, c'est 115.31 prévoit les peines les plus sévères, vise les infractions les plus graves qui touchent la qualité environnementale. Ici, j'attire votre attention sur les amendes minimales qui sont relativement élevées. Pour un particulier, l'amende minimale pour une première infraction est de 7 000 $. Et pour une personne morale, elle est de 21 000 $. Il est à craindre que des amendes minimales aussi élevées puissent constituer un frein à l'utilisation, à l'application de la sanction pénale dans la loi sur la qualité de l'environnement. Parce qu'il y a une variété de situations qui sont visées à cet article, notamment l'ensemble des contraventions à l'article 20 de la loi. Et cet article 20 a un volet résiduaire qui fait en sorte qu'on vise une très grande variété de contrevenants, des particuliers. Également une très grande variété d'actes de pollution, donc qui ont des gravités fort relatives. Donc, il apparaît que ces montants sont trop élevés pour rendre cette disposition effective. Sur l'article 1540 du projet de loi 89, nous recommandons aux législateurs ici de faire comme les autres provinces canadiennes et de faire comme au fédéral et d'ajouter un facteur aggravant qui encadre le travail du juge au moment de rendre la peine, à savoir le facteur suivant, de prendre en considération le fait que le contrevenant a dans le passé accompli des actes contraires aux lois provinciales et fédérales visant la protection et la conservation de l'environnement et des espèces sauvages. Donc, élargir largement le facteur aggravant d'être en contravention des législations environnementales, largement. Sur l'article 1542, qui donne des pouvoirs aux juges en matière d'ordonnance. Le Québec a fait un rattrapage là, propose un rattrapage ici important avec ce qui se fait ailleurs au Canada. Dans cette disposition, nous aimerions souligner le fait qu'au paragraphe 5, il est fait mention de dommages et d'indemnités. Et ces dommages et indemnités devraient être qualifiés comme étant des dommages et des indemnités écologiques. Alors, à notre avis, il conviendrait ici d'ajouter le mot « écologique » pour qualifier les indemnités, les dommages, au paragraphe 5 dans les sous-paragraphes D et E. Et nous vous proposons également à 1542, en regardant ce qui se fait de mieux à travers le Canada,
d'ajouter 2 nouveaux paragraphes, les paragraphes 7 et 8. Excusez-moi. Le paragraphe 7 qui autoriserait le juge à ordonner aux contrevenants de publiciser auprès du public et des victimes de l'infraction, ainsi que d'autres personnes, notamment les actionnaires ou les sociétaires d'une entreprise, les faits constitutifs de l'infraction, les sanctions qui auront été imposées, ainsi que les autres mesures de prévention et de réparation. Nous proposons également donc d'ajouter un paragraphe 8, lequel accorderait un pouvoir résiduaire en matière d'ordonnance au juge, ce qu'on retrouve dans ce genre de disposition ailleurs au Canada, à savoir que le juge aurait le pouvoir d'autoriser les autres mesures qu'il estime nécessaires pour assurer le respect de la loi. Comme ça, on permet au juge d'imposer ce qu'on appelle des ordonnances créatives, en vue ce qui serait l'objectif recherché de la sanction pénale, d'assurer la réparation. Alors, on donne ici au juge beaucoup de pouvoir en matière de réparation, qui serait l'objectif recherché en matière de protection environnementale par le biais de ces outils de sanction. Alors, je rends la parole à Michel Bélanger. Ça sera pas. Si je respectais le temps, ça serait pour un pauvre petit 10 secondes. Alors, allez-y, non, j'ai pas de problème. Mais bon, on passe à je pense qu'on pourrait vous donner 2 minutes pour conclure, hein, de bonne entente. Je vous donne 2 minutes, Maître Bélanger. En fait, si j'avais un complément à faire, je reviendrais sur certains points pour lesquels nous sommes particulièrement favorables et sans autre modification. Je pense notamment, Maître Allais a parlé de la question des pouvoirs additionnels accordés au juge en vertu de 115.42. Le fait d'indiquer au juge la priorisation de certains items dans l'article 115.42 au niveau des mesures de réparation, notamment les mesures de remise en état, c'est vraiment quelque chose, parce que c'est peut-être quelque chose qui est à déplorer. Au Québec, on a poursuivi dans le passé au niveau des sanctions pénales, mais le ministère et le ministre ont très peu utilisé son pouvoir d'ordonnance de remise en état. Or, s'il y a une mesure qui est extrêmement efficace et qu'on n'aurait pas besoin de poursuivre 5 fois les contrevenants et pour les mêmes contraventions différentes et condamnés de 15 000 $, 20 000, 25 000 $ d'amende, c'est une seule remise en état une fois et je pense que le message passerait, parce que c'est la dissuasion qu'on cherche par des sanctions pénales. L'autre élément, la fixation de facteurs aggravants dans la détermination des peines est également important. Ça donne une balise. En fait, c'est quasiment plus important même que le rehaussement des amendes qui, de toute façon, le maximum n'a jamais été appliqué. Donc, oui, c'est un signe important, c'est un message à lancer, mais le fait d'indiquer au juge, en fonction de quels facteurs on souhaiterait que la Cour détermine une évolution de la gravité des amendes est quand même un élément qui nous apparaît important. Déjà, les tribunaux l'appliquaient au niveau de la jurisprudence, mais là, maintenant, le législateur donne une espèce d'orientation sur ce qu'on estime au Québec à être une priorité dans la détermination de l'ampleur des peines à imposer. Également, l'ordonnance de 115.2, dans le même esprit d'ailleurs qu'on l'a mentionné, 115.2 qui... juste une minute que je retrouve le texte. Qui permet c'est une genre d'ordonnance d'urgence pour cesser des activités qui sont susceptibles de porter atteinte à des activités illégales, une ordonnance qui peut aller jusqu'à 90 jours de cesser d'opérer. C'est important parce que ça permet au ministre à ce moment-là d'intervenir dans des cas où probablement des travaux sont faits sans autorisation. Et sinon, à défaut de ça, il nous reste simplement la remise en état qui est difficile à appliquer en pratique parce que les tribunaux ne veulent pas le faire ou la peine d'amende et le mal est fait. Je remercie. Merci, Mme Allais. Alors, Monsieur le ministre, vous avez la parole pour 22 minutes, 30 secondes. Mettons 20 minutes parce que j'ai 21 minutes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Le gestionnaire du temps, des fois, là, je suis obligée de couper à la minute près, mais allez-y. Bon, ben, je vous remercie infiniment, Madame la Présidente. Je vais me fier à vous. Ne vous en faites pas pour mesurer le temps d'une façon convenable. J'aimerais d'abord saluer Maître Allais et également Maître Bélanger. Merci infiniment d'être présent. J'ai écouté avec beaucoup d'attention là, ce que vous nous avez dit et j'ai certainement plusieurs questions que j'aimerais évidemment vous poser à ce stade-ci. D'abord, premièrement,
le projet de loi prévoit de nouvelles mesures, entre autres, et sur lesquelles on a été assez critiqué par d'autres intervenants, et des mesures où on a parlé de la responsabilisation des administrateurs et des dirigeants quant à leurs obligations. Et j'ai pas besoin de vous dire que les chambres de commerce n'étaient pas nécessairement extrêmement heureuses de la chose, et ça a fait quand même l'objet, lors des dernières audiences, de beaucoup de discussions. Et moi, ma question, c'est d'abord de savoir peut-être votre opinion à ce sujet-là. Et deuxièmement, est-ce que vous avez des suggestions pour que le gouvernement soit en mesure de sévir contre ses administrateurs et ses dirigeants qui ne prennent pas les mesures nécessaires pour prévenir justement la perpétration de ces infractions? Alors, je voulais avoir un peu votre opinion là-dessus. Maître Bélanger? Oui. Si Paul veut compléter après. Je pense que ce n'est pas un précédent. Les dispositions existent déjà dans la loi. Les personnes morales agissent par leur biais de leurs dirigeants et administrateurs. Et dans certaines circonstances, c'est nécessaire de permettre au ministère, au ministre, de remonter à l'âme dirigeante de la compagnie. Ce n'est pas nécessairement un automatisme non plus, c'est un pouvoir additionnel qui est donné. J'enseigne le droit de l'environnement et je dis aux étudiants, quand on arrive sur cette disposition-là, c'est sûr d'abord, les bureaux d'avocats utilisent cet article-là pour justifier aux compagnies d'être extrêmement diligents, donc on personnalise un peu l'infraction, mais en pratique, très rares seront les cas où on va aller chercher. J'imagine que le jour où le ministère va décider de remonter un administrateur et un dirigeant, c'est qu'il va y avoir des raisons spéciale et particulière de le faire. Autrement dit, ça peut être je vois deux circonstances. La compagnie est à ce point petite qu'elle ne fonctionne que par ses dirigeants. En réalité, la structure corporative ne sert qu'à opérer simplement une compagnie de 1 ou 2 actionnaires qui est le président, donc, et le message se porterait. Mais quand j'imagine une compagnie comme Alcan, d'aller chercher le président, c'est à l'inverse parce que l'infraction ou bien va avoir été tellement importante et grave ou c'est une récidive à répétition et là on veut marquer le fait que ce n'est plus c'est plus suffisant d'aller chercher la structure corporative. À ma connaissance, une seule compagnie au Canada a une seule poursuite pénale en matière d'environnement est remontée aux dirigeants. C'était la compagnie Bata en Ontario. Et c'est le président qui, effectivement, il y a même eu de l'emprisonnement, mais d'abord, l'impact environnemental du dommage était très important et c'était pas la première fois que la compagnie était prise en défaut. Donc, moi, je pense que le problème des entreprises, c'est que tu crées les structures corporatives justement pour te mettre à l'abri d'eux. Et lorsqu'on parle d'infraction pénale de dissuasion, c'est une structure qui se prête mal à la dissuasion. Les compagnies sont là pour faire de l'argent. Ça peut être une mesure qui est nécessaire éventuellement, mais ça ne veut pas dire que c'est un automatisme non plus. C'est un instrument qui est additionnel qui est accordé. Oui. Allez-y, Monsieur le ministre. Donc, vous êtes passablement d'accord avec ce qui est convenu dans la loi actuellement. Vous ne sentez pas le besoin qu'on retire des choses ou qu'on aille plus loin dans d'autres domaines? D'ailleurs, ça fait partie des commentaires sans réserve qu'on applaudit. Parfait. Maître Allais. Oui. Je me permettrais d'ajouter un titre de professeur de droit sur cette question. Je pense que vous faites référence à 115.39 dans le régime pénal où on prévoit que la responsabilité des administrateurs et des dirigeants est présumée. Donc, c'est écrit en toutes lettres dans la loi. Par ailleurs, si ça ne serait pas écrit, ça serait quand même ça dans la réalité, parce qu'ils sont dans une situation de contrôle sur la personne morale qui fait en sorte qu'ils sont susceptibles en tout moment d'être poursuivis. Est-ce qu'ils seraient déclarés coupables à tout moment? Évidemment, dans une entreprise, ça prend une échelle de commandement jusqu'au conseil d'administration. Et c'est ce type de preuve-là qui permet à un administrateur ou à un dirigeant de s'excuser, de s'exonérer ou d'être condamné. Mais c'est bien que la loi le précise, c'est plus clair. Ce qu'on retrouve dans d'autres législations à travers le Canada, c'est plutôt des énoncés qui vont dire en termes positifs quel est le devoir de l'administrateur. Au lieu de lui dire qu'il aura juste une faute présumée, on va souligner qu'il a un devoir de prudence dans ses obligations. Et ensuite, l'alinéa suivant, le défaut de respecter ce devoir de prudence-là est sanctionné. Donc, on formule l'obligation qui leur est imposée. Et vous avez également introduit dans ce projet de loi-là des sursanctions qu'on pourrait appeler
C'est-à-dire le fait d'avoir été condamné un jour suit la personne morale, suit l'administrateur et le dirigeant lorsqu'ils vont demander un permis, une autorisation, qui pourrait leur être refusée compte tenu de leurs antécédents. Ça m'apparaît être nouveau, mais c'est logique pour une administration publique de vérifier quel type de personne on a affaire qui veut bénéficier des privilèges d'une autorisation ou d'un permis administratif. Ça ne m'apparaît pas être exorbitant du tout. Je comprends que ça peut être nouveau, mais dans le reste du Canada, c'est des dispositions on a vu apparaître dans la loi dans les années 90, tout simplement. Ministre. Oui, je pense qu'on a ça dans l'Ontario. Hein. C'est ce qu'on vient de me dire. Dans la loi ontarienne également, ils ont ça. Et ils ont également, je pense, la notion là, que le fardeau de la preuve est renversé également. Je pense que c'est des choses quand même importantes. Donc, puisqu'on est sur les questions de pénalité de tout genre, je voulais vous poser une question également sur le fait de rendre public les pénalités. On est en faveur, évidemment, de la transparence maximale. Je pense que dans le code du pénal, il y a évidemment pas de problème. Des commentaires entendus, ça a été pour les pénalités administratives, de mettre ça sur un registre public, même pour des amendes minimales. Est-ce que la question qui est posée, c'est est-ce qu'on va pas trop loin? Et je voulais juste avoir votre opinion là-dessus. Est-ce que ça devrait être transparent de A à Z? C'est un peu comme si on décidait, par exemple, là je donne un exemple, que mon nom soit sur le registre public de la Société de l'assurance automobile pour une infraction, somme toute, qui serait minime. Alors, est-ce que pour vous, c'est de rendre public cela sans réserve, ou si dans le cas d'infraction mineure, il y aurait une réserve? Maître Allé? C'est une bonne question. Vous savez, l'environnement, l'eau, l'air, ça appartient à tous. Et le fait d'émettre des choses qui sont illégales dedans, ça gagne à être su. Ne serait-ce que des personnes qui côtoient, qui vivent, qui sont des gens intéressés, qui côtoient ces milieux qui sont à proximité. Je crois que si on veut pas que ça soit su, on les garde chez soi, puis on respecte la loi, là. Ce serait mon réflexe que j'aurais. C'est un privilège d'utiliser les choses publiques. Il est par ailleurs difficile d'en mesurer pour le citoyen, par ses propres sens, la ponction qui est faite. Et ça devrait être su par ailleurs, parce que c'est un privilège. Et en matière environnementale, les administrations publiques ont l'obligation d'appliquer efficacement les lois, notamment celles qui ont signé l'ALENA et qui ont signé l'accord parallèle de coopération environnementale, qui demandent qu'on applique efficacement les lois et que tout ça puisse être évalué. Donc, ça demande aussi qu'on le sache, comment on applique nos lois environnementales. C'est dans un processus de rendre ça plus efficace. Pardon, parce que je me rends compte que Maître Bélanger aussi veut compléter. Oui. Je vais être bref, juste faire le lien avec l'introduction que j'ai fait, à savoir que si on met en place des sanctions administratives, c'est pour avoir un contrôle sur une catégorie d'infractions pour lesquelles on faisait possiblement rien dans le passé. Or, ça fait partie du portrait global d'une entreprise. Et je vais vous dire certaines infractions qui vont avoir probablement être de nature technique, qui vont peut-être simplement appeler un avis administratif, peuvent avoir un impact environnemental également important. Et vice-versa, il y a d'autres infractions qui peuvent avoir un peu d'impact environnementaux. Je pense on parlait beaucoup des gaz de schiste, des échappements actuellement que les puits ont. Éventuellement, si vous décidiez, on n'a pas ces instruments, ça pourrait être une poursuite pénale, là, parce que pour non-respect de l'article 20, par exemple. Mais en tant que tel, ça ne veut pas dire qu'il y a un dommage environnemental catastrophique, mais bon, à cause de la pression populaire, il y a beaucoup de facteurs qui font qu'à un moment donné, le gouvernement ou le ministre décide d'intervenir dans un dossier environnemental avec une sanction. Là, il y a le phénomène de précédent qu'on veut marquer et tout ça. Donc,
Et cette panoplie de motifs qui fait qu'on utilise un outil plutôt qu'un autre, ça fait partie du portrait global. Or, ici, les infractions, quand on dit qu'il va y avoir des infractions mineures, on n'a pas nécessairement à en rendre public. Moi, je suis pas d'accord. C'est une catégorie d'infractions qu'on décide de sanctionner, qu'on n'avait pas le moyen de faire antérieurement. Moi, je pensais... moi, je vais vous dire très franchement, le seul élément où j'ai une certaine sensibilité, je vais vous le dire bien franchement, c'est pas nécessairement pour les entreprises qui, en général, ont la capacité de se défendre, mais j'écoutais les témoignages, entre autres, de l'Union des producteurs agricoles, puis qui vivent dans des milieux qui sont plus petits, puis qui sont dans un coin où tout le monde se connaît, puis bon... quelqu'un qui a vraiment une amende qui est relativement minime, est-ce que vraiment on doit là c'est plutôt à eux que je pensais, parce que ça touche pas seulement les entreprises de façon générale, mais ça touche aussi le monde agricole. Maître Allais. Il émerge en matière d'accès à l'information environnementale une théorie, à savoir la réglementation par l'information. Donc, il faut que l'information circule, qu'elle soit disponible, ce qui fait en sorte que les personnes vont s'auto-réguler davantage. Ils vont peut-être même faire plus que ce que la loi leur demande, parce qu'ils vont être vus, parce que ça sera su. Peut-être dans un petit milieu agricole, cet agriculteur va faire mieux la prochaine fois. Il ne vaudra peut-être pas que dans le village, on dit « Ah, c'est lui qui avait pollué la rivière ». Évidemment, c'est stigmatisant, mais ça serait une façon de se réguler, de réglementer l'environnement, permettre aux citoyens aussi, lorsqu'ils font des achats, de savoir que telle entreprise qui vend des produits est un bon ou mauvais citoyen, etc. Donc, il faut encourager un très, très grand accès à l'information environnementale, notamment pour le non-respect de la législation qui est obligatoire. J'aimerais parler pendant quelques instants de mes pouvoirs, n'est-ce pas? Vous avez dit que vous étiez d'accord, évidemment, sur le fait que j'exerce, évidemment, les pouvoirs, à condition, évidemment, que, d'une part, lorsqu'il y a des pénalités administratives de la part d'un fonctionnaire, qu'il y a des balises, je pense que j'ai cru entendre ça, que la politique pour encadrer ses pouvoirs doit être rendue publique. Je pense que j'ai pas de problème avec ça. Je pense que c'est très clair. Est-ce qu'il y a des choses dans ça qui, à partir du moment où je vous ai dit ça, que je vous ai dit que, de façon générale, un fonctionnaire, par exemple, qui décide d'appliquer une pénalité administrative, évidemment, doit en parler à son supérieur. En général, il n'est pas le seul à prendre la décision. Il doit en discuter avec son supérieur, avec la direction régionale, etc. Est-ce que ça vous rassure? Est-ce que vous voulez est-ce qu'il y a des balises autres, spéciales, que vous voyez là-dedans? Maître Allais. Maître J'ai eu le loisir d'entendre des positions des organismes qui sont passés avant vous pour me préparer, entre autres, aujourd'hui. Puis, il était question, entre autres, du processus de réexamen que vous mettez en place également en disant, oui, si on traverse le bureau à côté et tout ça, et oui, effectivement, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, un équilibre entre l'efficacité dans le cadre de ces mesures-là, mais également la crédibilité du système. Et peut-être si on a une recommandation, une suggestion à faire qui nous est venue entre-temps, depuis on essaie de voir les structures existantes sans réinventer rien. Et une chose qui nous a apparu qui pourrait être peut-être envisagée au niveau du réexamen, à tout le moins, c'est que le réexamen pourrait être fait par votre commissaire enquêteur, qui actuellement déjà est une interface entre votre pouvoir d'ordonnance et les problèmes sur le terrain. Donc, et je suis pas sûr qu'il va y avoir des revisions de ces sanctions-là, parce qu'il faut comprendre que ça va être perçu comme un feu jaune, oui, rouge, parce que c'est une infraction administrative, mais ça va, la plupart du temps, c'est objectif comme infraction, ça contrevient parce que les rapports n'ont pas été remis, tu contestes pas beaucoup, tu n'as pas beaucoup de défense de diligence raisonnable à faire si tu as manqué ta date et tu l'as pas remis. Donc,
des contestations sur la base, j'écoutais le barreau disant laissez-nous permettez aux gens quand même de faire une preuve de diligence raisonnable, etc. Moi, je vous dirais, même qu'à certains égards, on a, oui, la preuve, Maître Allé l'a mentionné au niveau du fardeau qui en est un civil, mais on accorderait un fardeau, la possibilité d'une preuve de diligence raisonnable. Puis, à quelque part, les possibilités pour l'invoquer seraient extrêmement rares parce que c'est des infractions qui s'y prêtent peu, de toute façon. Donc, la réponse que je vous donne, c'est oui, de par la nature de l'infraction, je pense que ça pourrait être traité par votre commissaire enquêteur, puis ce serait suffisamment crédible et neutre, à notre avis. Il y a peut-être autre chose à mettre? Je pourrais peut-être ajouter quelque chose sur le premier niveau d'intervention, donc au niveau du réexamen, commissaire enquêteur. Puis pour celui qui constate et qui peut émettre une pénalité administrative pour un manquement, on pourrait penser, par exemple, à des agents d'application de la loi qui sont dans une position stratégique pour faire ces constats-là et qu'on retrouve dans des lois fédérales, par exemple. Si on veut être un peu plus précis dans la désignation et peut-être éviter que trop de personnes mettent leurs mains à ces décisions-là pour en assurer une harmonisation d'une région administrative à l'autre, pour éviter des disparités de traitement entre les administrés. J'ai une autre question sur les amendes minimales. Vous avez dit 5 000 $, c'est beaucoup. Avez-vous un ordre de grandeur? En fait, si vous voulez qu'on réduise un peu certaines amendes minimales, est-ce que vous avez une idée de... Sans me donner un chiffre précis, avez-vous un ordre de grandeur? Maître Allé. Tout me passe par la tête. Dans le reste du Canada, généralement, sauf en Ontario et au Québec, il n'y a pas d'amende minimale. On a des amendes maximales. Ici, on en a, donc on veut baliser la décision du juge, ce qui est bien. Par ailleurs, les amendes au Québec sont tellement faibles qu'on n'a pas ces amendes-là, même moyennes, actuellement. Donc, elles sont très élevées. Puis, les personnes morales au Québec sont souvent des PME, ou des très PME, des très petites PME. Il faudrait couper au moins en deux, selon moi. Sinon, ça va être dissuasif de prendre des procédures pénales pour ce seul motif. Ce qu'on a vu, je crois, dans le passé, être le cas. Et ça s'inscrit également avec votre préoccupation pour les petits agriculteurs, par exemple. Vous avez mentionné tout à l'heure, c'est que le ministère ne poursuivra pas tout court, dès lors que le minimum va être 7 000 $. Et comme on a mentionné, un élément très important pour nous, plus important même que le montant de l'amende minimale, à tout le moins, c'est la possibilité pour le juge de tenir compte des facteurs aggravants. Et c'est ce qui va lui permettre de ne pas donner le minimum dans certains cas parce que c'est flagrant ou c'est pas une première infraction. OK, ça me semble clair. J'avais une question également sur le rôle des municipalités. Vous avez indiqué que les municipalités avaient un rôle à jouer. On peut envisager des pénalités administratives imposées par les municipalités, mais je pense que au départ, qu'il faut laisser le temps au ministère là, d'exercer son rôle un peu nouveau lorsque cette loi-là sera adoptée. Est-ce que s'il y avait une période, je dirais, de rodage, est-ce que ça vous satisferait? En fait, une chose que vous me permettez juste d'être assez précis, parce que la façon que la mémoire est plus claire, mais on parle ici d'élargir aux municipalités dans les pouvoirs que la loi sur la qualité de l'environnement leur délègue déjà. Donc, de toute façon, ça serait probablement pas le bon instrument pour élargir, de créer des pouvoirs de sanctions administratives à tout le secteur au niveau de la législation municipale de nature environnementale. Ça serait plus dans les instruments le code municipal ou les lois cités et villes. Ici, c'est vraiment le QDR8, par exemple, ou le captage des eaux souterraines. Déjà la loi leur délègue des pouvoirs. Si vous permettez d'émettre des sanctions administratives dans ces règlements-là, il y a également des petites infractions probablement techniques qui prêteraient à la possibilité, à l'ouverture de ce genre de sanctions-là. On dit, il faudrait trouver un mécanisme. Par contre, vous avez un point où il faudrait que ça soit pensé, c'est qu'au niveau de qui peut au ministère émettre ce genre d'infraction. En ce moment, je sens que c'est quand même un sujet qui est discuté. Et si vous ouvrez une municipalité, il faudra effectivement aussi voir
c'est une difficulté additionnelle. C'est un fait qu'il faut intégrer cette problématique-là, mais on voulait pas pour l'instant l'élargir. Mais c'est quand même une très bonne idée à élargir aux autres pouvoirs éventuellement au niveau du municipal. D'accord. Ma dernière question, en ce qui me concerne, porte sur ce que j'appelle ce que le juge doit décider et sa marge de manœuvre. Vous en avez parlé tout à l'heure et je veux être bien sûr de comprendre exactement ce que vous nous avez dit sur le fait que vous vouliez qu'il y ait quand même dans la loi quelque chose qui donne au juge qui aura à prendre une décision toute la marge de manœuvre. Maître Bélanger? Maître Allé? En 1 minute, pas plus. Alors, dans le projet de loi, on introduit une disposition qui est bien, qu'on retrouve qui est dans certaines lois récentes canadiennes. On encadre le travail du juge avec des facteurs qu'il doit tenir compte. Donc là, il est encadré. Nous proposons d'ajouter une référence au fait qu'il puisse tenir compte que la personne qui est devant lui a déjà contrevenu à des législations environnementales au Canada. On voit ça, et même en Ontario, il n'y a même pas de limite à la juridiction. Ça pourrait être international, en tout cas a priori. Et donc, pas juste à la législation, la loi sur la qualité de l'environnement, pour avoir qui prenne en compte le profil du contrevenant, ce qui est un facteur important dans la détermination de la peine. Et également, on demande de donner plus de pouvoir au juge pour ce qui est de sa capacité d'émettre des ordonnances créatives. Ce qu'on a proposé ici. Alors, Maître Allé, j'ai la lourde tâche de vous arrêter, mais probablement qu'avec les questions des collègues, vous allez pouvoir compléter. Alors, la parole est à la députée de Vachon, porte-parole de l'opposition officielle. Merci, Madame la Présidente. Bienvenue, Madame Allé, Monsieur Bélanger. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui, malgré le peu de délai de préavis. On comprend bien qu'on va recevoir le mémoire cet après-midi parce que vous avez été vraiment pris dans le temps. Et juste avant les questions, j'aimerais préciser, parce qu'on a eu une petite discussion sur ça hier, où le ministre mentionnait que vous aviez peut-être encore du financement. Je voulais juste valider, juste pour préciser, ce que vous nous avez dit ce matin, vous n'aviez bien plus de financement au niveau de votre organisme, le Centre québécois du droit de l'environnement. C'est exact? Maître Bélanger? C'est exact. On n'a pas de financement du tout. On a tenté de faire une campagne de financement à l'automne sous la présidence de Laure Varidel et c'est très mince. On peut pas payer de loyer. On n'a personne, on n'a pas de permanence, absolument pas. Depuis quand? Ça va faire bientôt 4 ans. Donc, depuis 4 ans, plus de financement. Donc, juste pour préciser les interrogations qu'on avait mardi, parce qu'il y avait une petite confusion quant à cet état de choses, et je pense que maintenant qu'on a la précision, ça permettra peut-être d'avoir une certaine ouverture pour le financement du Centre québécois du droit de l'environnement. D'autant si je pouvais ajouter que ça ne devrait pas être un problème du côté du parti au pouvoir, parce qu'on dans le programme du parti, on nous identifiant comme étant un organisme qui devait être financé en 2004. Mais on attend toujours. Carrérage à aller chercher. Alors, Madame la députée. Si on revient sur le projet de loi 89, un peu comme d'autres groupes qui sont venus nous faire des présentations, en particulier le Barreau du Québec, vous nous avez parlé de la coexistence des deux régimes, le régime pénal et le régime administratif. Mais vous avez mentionné que dans le régime administratif, ça devrait être une catégorie pour des peines moins importantes. Et je dois vous avouer que moi, j'ai pas retrouvé ça dans le projet de loi. Je ne sais pas si c'est parce que ça m'a échappé. Plusieurs groupes ont dit, bien justement, il manque des balises pour le régime administratif parce que de ce que j'ai compris du projet de loi 89, c'est exactement les mêmes catégories pour le régime pénal que pour le régime administratif, mais avec des amendes complètement différentes, des amendes beaucoup plus élevées pour le régime pénal et des amendes beaucoup plus faibles, même plus faibles que le régime actuel pour le régime administratif.
Donc, je voudrais juste bien comprendre si par cette présentation-là, vous nous dites, est-ce qu'il faudrait mieux préciser les catégories et peut-être quelles devraient être ces catégories-là et comment on devrait les préciser? Est-ce que ça serait à l'intérieur du projet de loi? D'autres nous proposaient que ce soit à l'intérieur d'un règlement qui est à l'extérieur du projet de loi. Donc, moi, je trouve qu'il y a vraiment une précision et j'aimerais vous entendre sur ça. Maître Allé. Alors, j'ai eu l'occasion de circuler dans plusieurs législations à travers le Canada sur ces questions et on retrouve en fait de tout. Ça dépend des perspectives, ça dépend des stratégies qu'on veut atteindre en créant un régime administratif. C'est la Colombie-Britannique dont le régime ressemble beaucoup. On a cette similitude identique de sanctions pénales avec les pénalités administratives. Et là, la politique d'application vient dire qu'on va utiliser le régime pénal, les sanctions pénales, pour des cas plus graves où il y aura eu l'intention, où ce sera un récidiviste. Donc, on explique comment on va agir. Donc, en Colombie-Britannique, on utilise beaucoup la pénalité administrative et peu le pénal, mais on l'a expliqué. En Ontario, par exemple, on va aller vers des listes beaucoup plus fines. Et là, on va peut-être chercher plus des actes automatiques, plus des sanctions de type automatique. Donc, une norme chiffrée, un rapport mensuel, une norme chiffrée dépassée. On vous envoie, ça pourrait être même une machine électronique qui vous enverrait un ticket. Et il y a donc plusieurs possibilités qui s'offrent suivant la stratégie qui est recherchée par le législateur ici. Ici, on a donc toutes les catégories. Ça nous prendrait peut-être une politique d'application pour voir comment s'organisent ces pouvoirs discrétionnaires. Maître Bélanger. Je pense pas contredire Paul, mais j'aurais pas nécessairement. La réponse ne devrait pas nécessairement d'être de baliser par écrit la nature des infractions en cause, parce que moi, je doute que l'utilisation qu'on va en faire, comme disant, ça a été dépeint ici, ça veut dire pour une même infraction, on pourrait recevoir un avis administratif, suivrait un an après une poursuite au pénal, puis après ça, l'impact sur notre certificat éventuel. Bon, d'abord, l'impact sur le certificat, les autorisations éventuelles, je pense que dans tous les cas, ça va avoir lieu. Ça devrait avoir lieu, c'est normal. Quand le ministre se penche sur une nouvelle demande d'autorisation, s'il y a un passé négatif à faire, un bilan négatif, il faut en prendre en considération. Là-dessus, infraction mineure ou majeure, si c'est mineur, tant mieux, l'autorisation suivra plus rapidement, tout simplement, mais on doit pouvoir l'analyser. Mais de là, ajouter nécessairement dans la même infraction une infraction pénale en plus de l'infraction administrative, je doute que le gouvernement joue à ça. Donc, là-dessus. Donc, quand je dis qu'il ne faudrait pas nécessairement baliser, c'est qu'on ne sait pas si dans tous les cas, une infraction mineure n'appellerait pas une sanction pénale de part à cause de son implication, l'ampleur de l'implication environnementale que ça l'a eu, tu sais. Donc, je pense que c'est un arsenal de moyens qui est accordé, qui va à la discrétion du ministère et est utilisé dans un cas ou dans l'autre. De là à annoncer au départ qu'est-ce qu'on entend par mineur majeur, moi, je vivrais très bien avec un mécanisme comme celui-là, parce que j'essaie de voir quelle est la crainte pour un administré de savoir qu'il va peut-être, s'il commet ce geste-là, être seulement sanctionné avec quelque chose de mineur, ou ça pourrait aller jusqu'à une sanction pénale. Il va jauger sa conformité en fonction de la sanction qu'il peut avoir. Je ne pense pas que c'est ça. Je pense plutôt que la crainte était, allez-vous ajouter toutes ces infractions-là, une après l'autre et tout ça. Si on applique ce qu'il faut au moment opportun, selon la discrétion qui est exercée par le ministre, je pense que l'important, c'est d'intervenir. Madame la députée. Oui, mais à contrario, comme j'entendais que le régime en Colombie-Britannique, finalement, c'est beaucoup plus des pénalités, donc le régime administratif qui est appliqué plutôt que le régime pénal. Et il nous soulignait, le barreau du Québec, mardi, que probablement avec l'introduction d'un régime administratif, c'est ça qui va être priorisé et que le régime pénal risquerait d'être délaissé, c'est leur crainte. Est-ce que ça ne pourrait pas faire en sorte, en laissant ça en large comme ça, de créer une voie de contournement et que le régime pénal qu'on utilise actuellement serait, pour des sanctions qui actuellement passent par le régime pénal, se verrait dévier vers le régime administratif qui, lui, au niveau des pénalités, a une diminution très, très importante des pénalités. Là, on parle jusqu'à 12% pour une personne physique et jusqu'à 50% pour une personne morale par rapport à ce qui existe actuellement. Et donc, si on balisait
en disant, ben oui, comme vous dites, les infractions mineures vont vers le régime administratif, en laissant entendre que le régime pénal devrait être aussi utilisé. Sinon, est-ce qu'il y aurait une possibilité que ce soit le régime administratif qui deviendrait le régime privilégié en abandonnant, de façon discrétionnaire, mais en abandonnant le régime pénal? Maître Allé? Oui, c'est quelque chose qui pourrait être souhaité, de préférer pour des sanctions X, Y, aller vers les pénalités administratives au lieu du pénal. En pratique, je vous dirais qu'au Québec, on poursuit très peu. Donc, ça ne changera pas grand-chose. Et les pénalités et les sanctions pénales sont très faibles. Donc, on gagnerait probablement en intensité ici. Peut-être que avec la meilleure loi, on ne peut pas non plus faire des miracles si l'application ne suit pas, mais peut-être que ça permettrait une application plus suivie. Et peut-être rajouter quelques dents dans la bouche du chien qui surveille la protection de l'environnement, que d'avoir les pénalités administratives, parce qu'il faut voir, je ne peux pas deviner, j'ai pas de boule de cristal, la façon dont on entend organiser, mettre en perspective, en cohérence ces différents outils qui sont à la disposition du ministère de l'Environnement. Mais on pourrait aller, si généralement on poursuit, pas nécessairement des grandes entreprises au Québec, on poursuit beaucoup pour des plaintes à la suite des citoyens, donc ça peut être des petites choses aussi, donc ça peut être très bien aller avec les pénalités administratives pour avoir 2000 $. Bélanger? Oui. En fait, ce qui est beaucoup plus dommageable au niveau des sanctions, c'est la non-application systématique dans certains cas. Le message devient très clair pour les pollueurs, et ça, c'est perdu. Ça, on va y aller. Je vais vous dire, le fait de glisser vers une trop grande utilisation de la sanction administrative, moi, je vous dirais, l'important, c'est de sanctionner. Actuellement, c'est certain qu'on n'a pas cette marge de manœuvre-là. Donc, comme on n'est pas pour prendre un procès pénal, c'est beaucoup trop lourd, et je veux dire, on ne sanctionne tout simplement pas. Mais je suis sensible à ce que vous dites du glissement qu'il pourrait y avoir. Si la réponse pourrait être d'encadrer en identifiant la nature des infractions auxquelles ça donne ouverture, soit peut-être, mais il faudrait s'assurer qu'on maintient pas ce que moi je crains, qui est qu'est-ce qu'on fait des infractions qui n'ont pas été mises administratives, mais qu'on ne veut pas non plus sanctionner au niveau pénal à cause de la charge que ça implique et de la démarche. En tout cas. Effectivement, il y aurait glissement, puis qu'on pourrait dire, OK, ça va parce que ça permet d'avoir plus de sanctions. À ce moment-là, les maximums qui sont proposés dans le régime administratif, dans le cas d'une personne physique, 2 000 $, d'une personne morale, 10 000 $, alors que la moyenne qu'on nous disait des amendes actuelles la moyenne est de 3 000 $. Donc, le maximum actuel proposé pour la personne physique est en bas de la moyenne actuelle. Ben là, c'est toutes catégories confondues. J'ai pas les statistiques là par catégorie. Est-ce que ces maximums-là sont suffisants? Maître Allé? Sont relativement élevés dans la mesure où c'est un montant fixe. Hein? Il n'y a pas de discrétion quant au montant, donc de faire varier suivant les circonstances. Et comme on le soulignait, au Québec, il y a quand même beaucoup de petites entreprises. Et ces sommes-là, actuellement, sont supérieures aux moyennes des pénalités pénales qui sont imposées par les tribunaux, ça, à mon avis. Donc, on rehausse déjà la sévérité du fait de contrevenir à la loi. Et il devrait suivre le régime pénal par cohérence d'ensemble. Madame la députée. Je reviens vous parler de politique d'application. Vous dites que cette politique-là existait, en fait, elle existe encore, mais avant, elle était publique et elle n'est plus publique aujourd'hui. Pouvez-vous juste me préciser là, de quelle année à quelle année, si en tout cas jusqu'à peu près à quelle année vous savez qu'elle était publique, puis depuis quelle année elle n'est plus publique? Une version qui a été rendue publique en 1988, qu'on pouvait se procurer chez un bon éditeur. Et je crois qu'elle est toujours disponible, cette version, mais elle n'est plus celle qui était appliquée en réalité. Il y a une autre politique qui a été élaborée, et celle-là n'a pas été rendue publique. Donc, on ne la connaît pas. Donc, quand il y a eu la Commission de coopération environnementale fait une enquête,
suite à une communication en vertu de la CNAD, ils constatent qu'au Québec, ils n'ont pas réussi à trouver une politique d'application de la loi qui permet d'évaluer si on applique efficacement la loi ou comment on l'applique d'une certaine façon. Et on sait qu'elle existe vraisemblablement. Moi, je l'ai jamais vu. Et, facteur aggravant, on nous a mentionné, Greenpeace nous a mentionné, et un deuxième groupe aussi nous a mentionné, si je ne m'abuse, c'était la Fédération des chambres de commerce du Québec, qu'il pourrait peut-être être intéressant que la pénalité ou l'amende, peu importe là, le régime, soit aussi en fonction de la grosseur. Parce que comme on disait, on a beaucoup de petites PME, vous aviez fait cette remarque-là, mais il y a aussi de très grandes entreprises. Et un montant qui serait trop lourd à supporter pour une PME pourrait devenir un montant ridicule pour une multinationale. Donc, est-ce que dans le niveau des amendes, le juge ou la personne désignée, dépendant là, si on parle d'amende ou pénalité, devrait aussi considérer cet aspect-là, ou si pour vous, ça ne rentre pas en ligne de compte? Maître Bélanger? Maître Allais? En fait, c'est par référence au Code de procédure pénale que le juge, lorsqu'il détermine la peine, il doit tenir compte de la gravité objective de l'infraction, donc des faits, et aussi c'est des éléments particuliers quant aux contrevenants. Et évidemment, le fait d'être une multinationale est un élément qui doit être pris en compte. Est-ce que la loi devrait le repréciser au juge, être reprécisé dans la loi pour rappeler cela? Ça peut être fait, ça peut être pédagogique. Le fédéral l'a fait en 2009 dans la loi canadienne sur la protection de l'environnement, de repréciser ces éléments qui conditionnent la détermination de la peine. Mais est-ce que c'est un facteur aggravant d'être une multinationale? C'est un facteur qui doit être pris en compte, comme d'être une personne morale ou une personne physique. Maître Bélanger? Juste compléter, en fait, moi j'ai l'impression si le législateur prend la peine d'ajouter les facteurs aggravants, c'est des facteurs liés à des particularités environnementales. Or, la capacité de payer va suivre nécessairement tout ça. Ça veut dire que on mettra pas en faillite un agriculteur. Par contre, si la gravité de l'atteinte à la santé humaine est très importante du déversement, ça va faire très mal à l'agriculteur. Donc, en proportion, une multinationale va être également sanctionnée. Donc, je suis pas sûr qu'on doit. Ça va de soi que la capacité de payer, en fait, c'est ce qui va déterminer jusqu'où on va aller pour chacun des contrevenants, mais à la lumière des facteurs aggravants qui sont ici. En fait, je vous dirais même que si on ajoutait ça, on viendrait confondre l'objectif que vise 115.40. Aggravant qu'il faudrait l'ajouter, ce serait ailleurs. Je vais vous dire, c'est un petit peu comme la définition de développement durable où on ajoute, où tout le contenu, c'est le développement économique, les retombées et tout ça. C'est à quelque part, on perd l'environnement dans la définition de développement durable. Merci. Okay. Une autre question que j'ai pour vous, on a eu l'UPA qui est venu nous présenter mardi leur mémoire, vous les avez peut-être entendus, et il suggérait de se soustraire du régime administratif en invoquant qu'ils étaient déjà soumis à l'éco-conditionnalité, le régime administratif étant géré par le ministère de l'Environnement, mais l'éco-conditionnalité étant gérée plutôt par le ministère de l'Agriculture. Je voulais avoir votre opinion concernant cette proposition-là de l'UPA. Ben, je suis Maître Bélanger? Je suis totalement contre cette proposition. L'éco-conditionnalité, j'en connais un parti. Je serais surpris qu'on arrive à rencontrer les mêmes objectifs qu'on rencontre avec une sanction pénale ou administrative liée à une infraction environnementale ici. Je vous répondrais que si ça avait la même efficacité et que ça sanctionnait la même chose, si on avait par exemple autant au niveau de l'éco-conditionnalité, autant un impact qui suivrait le cumul des infractions, le portrait, la publicité sur les infractions, enfin toutes les mesures qui sont proposées ici, qui s'appliquent à l'ensemble des administrés. Moi, c'est toujours la même approche quand on me parle d'agriculture, je me pose toujours la question, pourquoi vous? Je vous dirais que déjà en matière civile, ils ont un régime particulier comme les motoneigistes qu'on déplore. Je ne vois pas pourquoi ici les agriculteurs, puis tout en étant très sensibles à la nature de la production et tout ça, à l'ampleur de ce que ça représente comme économie au niveau des retombées, mais également des petites entreprises. Mais je pense que ça va juste s'ajuster à leur réalité également. Merci.
Il reste 4 minutes. Je vais laisser la chance à mes collègues. Monsieur le député de Blainville. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais simplement réaborder rapidement avec vous la question des municipalités. On sait que déjà qu'à la Ville de Montréal, là, il y a quand même un système en place là, qui me semble assez efficace, où on a des inspecteurs qui, de par la loi actuellement, du côté pénal, peuvent émettre des infractions. J'entendais bien le ministre tantôt qui dit, écoutez, on met quelque chose de nouveau en place, là, qu'il faut quand même prendre le temps de bien l'assimiler, si on peut dire, et de bien le mettre en place. Mais je pense, entre autres, à la Ville de Montréal, où, dans le cas qui nous intéresse, en instituant maintenant un régime administratif, on aura donc, pour une même entreprise, 2 personnes, deux entités gouvernementales qui vont aller faire des inspections différentes, alors qu'on aurait déjà une certaine expertise au niveau de la Ville de Montréal. Alors, je voulais vous entendre un peu là-dessus. Est-ce qu'on ne devrait pas faire une exception compte tenu de l'expertise de la Ville de Montréal, spécifiquement pour la Ville de Montréal? Et mon deuxième volet, est-ce que vous croyez qu'actuellement, les municipalités ont justement cette expertise, même du côté pénal, parce qu'on sait qu'ils ont le droit, est-ce qu'ils ont actuellement l'expertise voulue pour appliquer autant les sanctions du côté pénal qu'éventuellement les sanctions du côté, les amendes du côté administratif? Maître Bélanger. Bien, je pense que oui, ce serait souhaitable éventuellement d'élargir, mais à l'ensemble des municipalités qui ont des structures, les infrastructures pour pouvoir assurer. Montréal est bien équipé, c'est vrai, ils ont une délégation dans certains secteurs. Et ce qu'on vise dans un premier temps, et c'est la recommandation, c'est de leur donner l'équivalent dans la mesure où là qu'on est en train d'amender la loi sur la qualité de l'environnement, dans la mesure où certains des pouvoirs leur sont délégués et qui se voient responsables de leur application. Il n'y en a pas tant que ça pour l'instant, mais dans un premier temps, ce qu'on travaille, c'est le projet de loi 89 qui ne vise que ça. Mais oui, ce serait souhaitable éventuellement, si on ajoutait des sanctions administratives, de l'élargir, particulièrement dans des cas comme Montréal où l'infrastructure est, je vous dirais, quasiment tout aussi présente que pour le provincial, sinon même plus. Le député de Blainville, est-ce que ça va? Ça répond à ma question, je pense. Monsieur le député de l'Assomption, question courte, réponse courte. Oui, je voudrais simplement renchérir sur ce dernier aspect-là. Dans le cas d'une délégation de pouvoir, donc je comprends bien, le projet de loi actuel ne permet pas de déléguer le régime, aussi l'application des sanctions administratives. Et il faudrait, parce que j'ai déjà été conseiller municipal à la Ville de Montréal et je siégeais sur la commission de l'environnement et effectivement, ce qu'on constatait, c'est qu'on appliquait probablement de façon plus efficace la réglementation qui nous était qui était déléguée que ce que le ministère de l'Environnement fait ailleurs. Donc, on créerait, si on permet pas ce transfert-là dans les cas de délégation de pouvoir, je pense qu'on crée vraiment un gros déséquilibre là, sur toute l'île de Montréal. Et c'est simplement cohérent avec l'article 115.46 qui, au niveau des sanctions pénales, élargit ce pouvoir-là. C'est juste de compléter l'exercice. Merci. Alors, Madame Allais, Maître Allais, Maître Bélanger, je vous remercie de la présentation que vous nous avez faite au nom du Centre québécois du droit à l'environnement. Je vais suspendre quelques instants et je vais vous demander de faire diligence parce que la Commission n'a pas fini ses travaux, bien sûr.